Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, les titres de ce journal. Le gouvernement congolais accuse de nouveau le Rwanda de déstabiliser l'est de la RDC. Kinshasa dit détenir une preuve supplémentaire de l'implication directe des autorités rwandaises dans le soutien au M23. La preuve est contenue dans un procès verbal signé par le député national Roger Lumbala au Burundi. Un nouveau rapport de Human Rights Watch souligne que le Rwanda apporte bien son soutien au groupe rebelle du M23. Le rapport de l'ONG américaine est le résultat d'une enquête conduite auprès de 200 Congolais et Rwandais, parmi lesquels d'anciens rebelles et des victimes. Hervé Ladsou a clôturé son séjour en République démocratique du Congo avant de quitter le sol congolais. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix a confirmé la tenue d'un mini-sommet le 27 septembre prochain à New York pour tenter d'apporter des solutions à la guerre dans l'est de la RDC. Après Kampala, dont les conclusions ne satisfont pas tout le monde, c'est à New York que l'avenir de l'est de la RDC va se jouer. Enfin, la francophonie, c'est aussi l'économie en marge du 14e sommet qui va se tenir en octobre à Kinshasa. Il est prévu un forum de la francophonie économique, mieux un forum des entreprises et investisseurs du monde francophone. Le lancement de la campagne en faveur de ces assises a eu lieu ce mardi au Grand Hôtel Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de nous rester fidèles. Une nouvelle preuve de l'agression du Rwanda contre la RDC. Le gouvernement congolais qui dit détenir un élément supplémentaire qui prouve l'implication directe de Kigali dans la déstabilisation de la RDC se fonde sur un procès verbal signé par le député national Roger Lumbala devant un officier de police judiciaire burundais. Dans ce document, Roger Lumbala a affirmé, selon Lambert Mende, qu'il avait été invité à Kigali par le gouvernement rwandais qui agissait par le canal d'un capitaine nommé Célestin Senkoko, alias Safari, secrétaire particulier du ministre rwandais de la Défense. Rosil Martin Bouyamba, Jean Lemosi. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda n'est plus à démontrer, insiste Lambert Mende Omalanga. Le gouvernement congolais en veut pour preuve le procès verbal dûment signé en date du 1er septembre devant un officier de police judiciaire burundais démontre que Roger Lumbala Chitenge avait été invité à Kigali, confirme le porte-parole du gouvernement. Nous venons de recevoir communication du procès verbal du député national Roger Lumbala devant un OPJ burundais où il est passé aux aveux, ou comment il a été sollicité par le Rwanda pour déstabiliser davantage l'Est de la République démocratique du Congo. À l'évidence, nous allons publier ces preuves pour amener ceux qui hésiteraient encore dans la communauté internationale comme dans la communauté nationale à avoir une meilleure compréhension du rôle central du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Il lui avait été proposé, à en croire le communiqué du gouvernement, la mission de déstabiliser la République démocratique du Congo en synergie avec le M23 et l'ex-colonel Jules Muteboussi et consorts. Une preuve supplémentaire de la volonté de Kigali de travailler pour la balkanisation du Congo, même si le gouvernement rwandais est loin de s'intéresser au retour de la paix dans l'est de la RDC. Mende Omalanga dénonce. Nous avions cru que le Rwanda partageait avec nous la volonté de ramener la paix et la tranquillité, bref, le progrès et le développement dans cette région des Grands Lacs que nous avons en partage, le Rwanda, le Burundi et nous. Et 3 ans après, avec les preuves qui s'accumulent, avec des propos comme ceux-là, avec les propos du ministre rwandais de la Défense, nous venons petit à petit à découvrir qu'en réalité, ce qui les intéresse, ce n'est pas la paix. Ainsi, le gouvernement congolais demande à la communauté internationale à transcender le cap de mise en garde symbolique, mais aussi à initier des sanctions dissuasives, significatives et ciblées à même de contraindre le Rwanda à mettre fin à sa politique agressive et hégémonique dans l'est de la République démocratique du Congo.
Entre-temps, un nouveau rapport de Human Rights Watch souligne que le Rwanda apporte bien son soutien au groupe rebelle du M23. Le rapport de l'ONG américaine est le résultat d'une enquête conduite auprès de 200 Congolais et Rwandais, parmi lesquels d'anciens rebelles et des victimes. Les conclusions de l'enquête précisent que 33 nouvelles recrues qui tentaient de déserter les rangs de ce groupe rebelle ont été exécutées. Human Rights Watch accuse en outre le M23 de crimes de guerre. Des précisions avec la représentante de cette ONG à Kinshasa, Hilda Sawyer, interrogée par Christophe Kamanda. Il y a aussi des femmes qui étaient tuées parce qu'ils ont résisté quand les militaires voulaient les violer. À part les crimes, on a aussi documenté le soutien rwandais à ces forces de M23 qui continuent jusqu'à nos jours. Il y a des militaires rwandais qui sont déployés au Congo pour soutenir et pour combattre à côté de M23 contre les forces armées congolaises. Aussi, on a documenté le recrutement à grande échelle au niveau du Rwanda pour grossir les rangs de M23. Au moins 600 personnes étaient recrutées au Rwanda pour le M23. Il y a aussi un approvisionnement des armes, des munitions et d'autres soutiens de la part du Rwanda au M23. Le cas du Rwanda, nous les accusons d'avoir soutenu les rebelles M23 qui ont commis des crimes de guerre. Donc les autorités rwandaises pourraient être jugées pour crimes de guerre parce qu'à cause de ces soutiens qu'ils ont donnés à ces rebelles. Les chefs d'État des Grands Lacs attendus à New York, toujours autour de la situation dans l'est de la RDC. Hervé Ladsou a confirmé la tenue d'un mini-sommet le 27 septembre prochain pour tenter de résoudre la crise à l'est de la RDC. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix l'a dit au cours d'un point de presse lundi soir au quartier général de la MONUSCO. D'entrée de jeu, le secrétaire général adjoint de l'ONU, Hervé Ladsou, reconnaît que la souveraineté de la RDC est mise à mal et une solution s'impose. L'émissaire de Ban Ki-moon a promis de se rendre dans l'est du pays pour palper du doigt toutes ces réalités. Au sujet du mini-sommet de Kampala, Hervé Ladsou préfère attendre sa rencontre avec le chef de l'État Joseph Kabila pour discuter avec lui des décisions prises par les participants à ces assises, avant de penser à leur matérialisation. Le secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix a également annoncé sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame pour échanger avec lui sur la question de sécurité de l'Est de la RDC. S'agissant de l'absence très remarquée du président rwandais au sommet de Kampala, Ladsou affirme que l'important, c'est de projeter vers l'avenir, car, précise-t-il, le problème doit quitter l'approche bilatérale pour une approche multilatérale. Pour Hervé Ladsou, la force internationale neutre doit se redéfinir, car il paraît difficile de le réaliser sur le terrain. La taille et le coût de ce projet restent encore à clarifier. Parlant de la pétition des confessions religieuses, Ladsou a confirmé qu'il a reçu des mains propres cette pétition et les Nations Unies en tiendront compte, a-t-il rassuré. En économie, l'avenir du second programme du gouvernement se joue ce mois à Washington. Le conseil d'administration du FMI doit se prononcer sur les 4e et 5e revues de ce programme. À Kinshasa, on retient son souffle. Pour le quotidien Le Potentiel, rien n'est encore acquis. Le journal craint même que le gouvernement ne soit recalé. Commentaire avec Bijoumbouy. Qu'est-ce qui se passe entre la RDC et le FMI? Selon toute vraisemblance, ce n'est pas le grand amour. Les prochains jours s'annoncent houleux entre les deux parties. La 4e et la 5e revue du programme économique du gouvernement sont suspendues aux caprices des institutions financières internationales, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les deux seront en assemblée générale annuelle à la fin du mois en cours. Les hommes avisés disent sans avoir froid aux yeux que le FMI particulièrement tente depuis quelque temps de compliquer la vie au gouvernement congolais qui, au dire de la population. Les hommes avisés disent sans avoir froid aux yeux que le FMI particulièrement tente depuis quelque temps de compliquer la vie au gouvernement congolais qui, au dire de la population, applique à la lettre depuis 2009 les recommandations des institutions de Bretton Woods. Le respect des critères quantitatifs sur la décision du PEC 2 jusqu'à la fin de l'année en cours ne semble pas avoir une influence sur le FMI qui multiplie des exigences sans doute pour recaler la RDC dont la détermination à aller de l'avant n'est plus à montrer.
Le piège est connu, le budget 2012. Le FMI exige la révision de ses principales orientations pour conformer ce texte de loi aux exigences de la facilité élargie de crédit. En clair, c'est la politique d'austérité qu'ils veulent voir appliquée avec ses conséquences sur l'année du social décrétée par le chef de l'État. Le deuxième préalable, toujours le même, touche le secteur minier du pays, celui-là même qui est à la base des guerres interminables à l'est du pays. Il s'agit pour la RDC de publier le contrat de la Générale des Mines et de Développement, partenariat dans lequel la GECAMINE fait partie. Voilà autant de conditionnalités qui risquent de bloquer la machine en ce moment où le pays fait face à une agression à l'est de son territoire. Visiblement, la RDC n'est pas au bout de ses peines. La francophonie, c'est aussi l'économie. Eh bien, en marge du 14e sommet qui va se tenir en octobre à Kinshasa, il est prévu un forum de la francophonie économique. Cette grande rencontre réservée aux entreprises et investisseurs du monde francophone se tiendra du 8 au 10 octobre prochain. Une campagne en faveur de ces assises est lancée depuis ce mardi au salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa. Compte rendu avec Bijou Mbouyi, Dizzy Mampouya et Cédric Idimbo. La route de l'aéroport, on n'y arriverait jamais. Depuis le dernier sommet tenu à Montreuil, la francophonie institutionnelle a décidé d'associer désormais l'aspect économique à ces différents sommets. Le tout premier aura lieu à Kinshasa du 8 au 10 octobre prochain, soit à la veille du sommet proprement dit. Devant les opérateurs économiques locaux, les représentants des entreprises, mais aussi des ambassades et chambres de commerce, la campagne est lancée pour le succès de ce forum des entreprises et investisseurs du monde francophone, FENIMOF. Le professeur Bobo Kayembe, qui pilote ce projet, explique le sens de ce forum. Depuis le sommet des chefs d'État organisé à Montreuil en Suisse, en effet, il s'est avéré aux yeux de tout un chacun qu'un sommet politique serait vide de sens, sans son volet économique pouvant entraîner des retombées économiques et sociales pour les populations du monde francophone. Ainsi, le sommet des chefs d'État décida-t-il qu'à chaque tenue du sommet politique, un forum économique soit également organisé. Le politique est vide de sens sans l'économique. C'est un point de vue que partage également le commissaire général à la francophonie. Pour Isidore Ndayouel, ce forum économique occupe une place de choix. Ce projet de forum des entreprises et investisseurs du monde francophone occupe une place toute particulière. On s'est rendu compte que la troisième composante faisait défaut. Le plus vite possible, la francophonie économique. Pour la Fédération des entreprises du Congo, cette rencontre des entreprises et investisseurs du monde francophone est la phase la plus importante du 14e sommet de la francophonie. Le professeur Ndayouel a dit que c'est une des manifestations importantes. La FED dit que c'est la plus importante. Parce qu'au fait, le sommet politique, c'est bien. Mais la politique, c'est pour faire quoi? C'est pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc, l'économie n'est pas un des éléments, mais c'est un élément très, très important. Le rendez-vous est donc fixé pour le 8 octobre prochain. Les opérateurs économiques sont invités à s'approprier ce grand événement. Le projet de bitumage de la route nationale numéro 1, axe Bachamba-Chikapa, sera effectif dans les jours qui viennent, particulièrement pour la section Loangue-Lovois. La cérémonie de lancement du dit projet est intervenue ce mardi au cercle de Kinshasa. Pour le ministre des Infrastructures, cette route servira à désenclaver les zones rurales ainsi qu'à faciliter les échanges interprovinces. Élisée Bilonda, Blanchard-Kandolo. Cette cérémonie marque une étape décisive dans la procédure de la mise en œuvre du projet des bitumages de la route Bachamba-Chikapa, section Pont-Loangue-Pont-Lovois. Ceci témoigne de l'intérêt partagé pour les développements des infrastructures routières en République démocratique du Congo. Ayant parcouru personnellement, il y a quelques jours, la route nationale numéro 1, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a une idée exacte des difficultés, mais aussi des attentes des populations au regard de l'importance de cette route qui permet de relier l'ouest à l'est du pays.
Fridolin Kassoshi-Moussoka n'a pas manqué de saluer l'implication de tous les partenaires techniques et financiers, bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent les efforts du gouvernement dans la réhabilitation et la modernisation du réseau routier. Le projet de bitumage de la route Bachamba-Chikapa, section Pont-Louangue-Pont-Louvois, qui nous réunit ici en ces jours, s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, longue de plus ou moins 3290 km. La route nationale numéro 1 figure parmi les priorités du gouvernement et elle est, sur le plan régional, retenue parmi les corridors de transport prioritaires de la SADC. Valentin Zongo, représentant pays de la Banque africaine de développement, salue les partenariats dynamiques qui a toujours caractérisé les relations entre la RDC et son institution financière. La bonne synergie qui s'est mise en contribution depuis la reprise de la coopération avec le pays, entre le gouvernement d'une part et les partenaires techniques et financiers d'autre part, au rang desquels l'Union européenne, la Banque mondiale et la BAD, pour la réhabilitation progressive de la RN1. Et ceci mérite assurément d'être capitalisé et perpétué. Avec un coût estimé à 90 millions de dollars américains, ce projet de bitumage de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Bachamba-Chikapa, section Louangue-Pont-Louvois, permettra de désenclaver les zones rurales, faciliter les échanges interprovinces et accroître l'accès des populations aux services publics et sociaux de base. Restons aux ITPR, où le ministre Fridolin Kassoshi a eu un échange avec le représentant de la Banque africaine de développement. Un entretien autour du soutien apporté aux États fragiles dont fait partie la RDC. Pour Liman Tinguiri, les infrastructures routières peuvent jouer un rôle catalyseur pour relever le pays. Élisée Bilonda, Blanchard Kandolo, une fois de plus. Avec Kiari Liman Tinguiri, Fridolin Kassoshi-Moussoka a échangé sur les aspects soutien aux États fragiles. Le président et consultant principal de la BAD reconnaît que les infrastructures jouent un grand rôle dans la réduction de la fragilité de la République démocratique du Congo. Des infrastructures de différents types, des infrastructures de base, mais aussi des infrastructures économiques. Il est important que ces infrastructures bénéficient d'un système de gouvernance qui en assure l'entretien et l'efficacité. Pour les représentants de la Banque africaine de développement, le dialogue technique va se poursuivre avec le ministère de l'Aménagement du territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, dans un partenariat solide. La concrétisation de cette démarche pourra intervenir dans le prochain cycle de programmation de la BAD. Sur la base donc de ces discussions techniques et des recommandations et des éclaircissements donnés par M. le ministre, le partenariat avec la BAD pourra s'orienter dans le domaine des infrastructures. En théorie, ça devrait se matérialiser dans le prochain cycle de programmation de la BAD, la période 2013-2017. Ces échanges ont permis de noter que la République démocratique du Congo évolue et se trouve sur la bonne voie. Bientôt, rassure Liman Tinguiri, l'on ne parlera plus d'elle comme un État fragile. Parlons de la réforme de l'enseignement au niveau universitaire. 8 établissements au total vont avoir accès au numérique. Un projet appelé Universitique entend installer des équipements informatiques dans ces différentes universités et les relier ensuite en réseau. Un atelier est organisé à Kinshasa pour mettre en œuvre ce projet, nous disent Rosa Wazi. Et Dieu merci ce cas. Cet atelier de formation a regroupé les recteurs de 8 universités de la RDC et ceux venus d'autres pays du monde. Ils devaient évaluer et faire intégrer leurs établissements dans la technologie de l'information et de la communication. University, ces programmes transversaux accompagnent l'ensemble des établissements dans les projets qui définissent de manière conjointe qu'il s'agisse du développement d'applications informatiques communes, d'interconnexion de plusieurs sites ou de l'organisation de formations techniques bénéfiques à toutes les parties prenantes. Cet intérêt, il faut vraiment le mettre en évidence. Ça implique beaucoup de changements qui donc donnent du travail à tous les niveaux de l'institution. Donc comme il y a un travail supplémentaire, il faut que les gens soient conscients qu'il y aura un investissement et donc un bénéfice qu'ils vont en tirer après un certain temps. Les recteurs des universités de la RDC ont du mal à cacher leur joie devant cette réforme qui permettra sans doute de relever les niveaux de l'enseignement universitaire en RDC. C'est le renforcement des capacités au niveau
de nos universités partenaires avec la CID. Je crois qu'avec ça, nous allons changer, le niveau sera plus haut parce que nous pensons que l'assurance qualité passe par tous ces outils-là. Avec une telle innovation, il est possible à la RDC de refaire ses retards en matière de formation de qualité. L'université en chantier en RD Congo, regard croisé sur la réforme de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est un nouvel ouvrage qui a été porté lundi sur les fonds baptismaux. Ce livre, écrit par 11 professeurs d'université de la RDC et d'autres pays, propose plusieurs réformes en vue de permettre au système éducatif universitaire de se mettre au pas de la mondialisation. Rosawazi, du Merci Sueka, ont pris part à cette cérémonie qui a eu lieu au CD-Surca. Les universités congolaises assistent impuissantes à la baisse de la qualité des produits qu'elles déversent sur le marché de l'emploi. Elles ne produisent plus assez de compétences hautement qualifiées et spécialisées, dénoncent les employeurs. Elles n'ont pas su localement créer entre elles une dynamique de concurrence et de compétitivité dans la production des connaissances, des savoirs, des innovations et des compétences des hauts niveaux de spécialisation. Avec la mondialisation de l'espace universitaire, elles devraient s'attendre à une rude concurrence internationale qui pourrait longtemps les marginaliser si elles ne se ressaisissent pas. Après réflexion, 11 professeurs venus des universités de la RDC et des autres pays du monde intéressés par cette question proposent des réformes pour améliorer la qualité et la performance des études supérieures en RDC afin qu'elles répondent aux normes internationales. Essayer de donner différentes orientations sur un processus de réforme qui porterait tant sur la gouvernance universitaire que le processus LMD, que l'assurance qualité. Toutefois, ce que je demande est qu'on n'y aille pas par une simple décision politique qui risquerait de nous amener à un simple maquillage. Il faut qu'on réfléchisse de manière à intégrer une véritable réforme. Cet ouvrage permettra sans doute de mettre en place des mécanismes susceptibles de permettre à la RDC de s'intégrer dans l'évolution des enseignements universitaires selon les standards internationaux, ce qui permettra non seulement à valoriser les diplômes congolais, mais aussi à donner aux bénéficiaires la capacité de défendre leurs connaissances partout à travers le monde. Rendons-nous dans la ville de Kindu, dans le Maniema, qui a un nouvel établissement scolaire. Il s'agit de l'Institut Basoko. L'unité de coordination de projet, maître d'ouvrage, a officiellement remis cette école au gouvernement congolais au cours d'une cérémonie. Plus de soucis pour les élèves de la ville de Kindu dans la province du Maniema. Ils viennent de bénéficier d'un établissement scolaire construit par l'unité de coordination de projet avec le financement de la Banque mondiale. Cette école construite selon les normes internationales dispose de 20 salles de classe. Le vice-ministre du plan qui s'est rendu sur les lieux pour l'inauguration n'a pas manqué de reconnaître la valeur de cette acquisition qui permettra aux élèves qui sont inscrits d'étudier dans de meilleures conditions. Le coordonnateur de l'UCOP s'est dit satisfait de cette réalisation. L'école est totalement assainie. C'est une école qui a une particularité parce qu'elle représente le plus grand pourcentage en nombre de filles pour la fréquentation. Émue, la vice-ministre à l'EPSP place cette acquisition dans le lot à impact visible à mettre à l'actif du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour la réforme de l'éducation en RDC. Elle exhorte les bénéficiaires à l'utiliser à bon escient. Vous voyez comment c'est beau, hein? Oui. Vous allez bien l'utiliser? Oui. Alors, je profite pour vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. Une centrale hydroélectrique a été aussi remise par la même occasion pour l'alimentation de la ville de Kindu en courant électrique. Les deux réalisations portent la griffe de l'UCOP. Après le Maniema, nous nous rendons dans la province du Bas-Congo, plus précisément à Mbanzangungu. Daniel Mukoko Samba s'y est rendu pour informer la population que désormais, les fonctionnaires seront payés par voie bancaire le 15e jour de chaque mois.
Le vice-premier ministre et ministre du Budget a aussi demandé aux populations de Mbanza-Ngungu de rester solidaires face à l'agression dont est victime la RDC. Reportage de notre envoyé spécial dans la province du Bas-Congo, Adon Chénissi. La cité de Mbanza-Ngungu bascule lors de l'accueil de Daniel Mukoko Samba et de son épouse. Autant dire que cette portion de la province du Bas-Congo n'avait plus jamais connu une telle atmosphère. La cité offre sa chaleur, son énergie et sa joie au vice-premier ministre et ministre du Budget. La raison de cette effervescence hors pair est facile à saisir. Daniel Mukoko Samba a grandi ici. Il y a fait ses études primaires et secondaires. Autre raison de taille, c'est la toute première fois qu'un né Congo de Mbanza-Ngungu occupe une si haute fonction. Les habitants remercient Kabila pour son choix. La longue marche s'achève ici, au quartier Bisengemoka, devant le tribunal de paix. Deon Koussou, le gouverneur Haï du Bas-Congo, enflamme la foule en brandissant les qualités de Daniel Mukoko Samba. Il parle aussi de la nouvelle vision du gouvernement central. Faites simplement votre travail parce que vous êtes un homme intelligent, compétent, qui veut changer la République démocratique. La gestion à côté du Premier ministre. Merci beaucoup. L'ère du changement souffle sur le Congo. C'est le point focal de l'adresse de Daniel Mukoko Samba. Il parle de la guerre dans l'est de la RDC et appelle les Congolais à rester solidaires et soudés autour du chef de l'État. Les réformes engagées doivent se poursuivre et la guerre doit s'arrêter, martèle-t-il. À propos de la paye des fonctionnaires, Daniel Mukoko Samba assure que désormais, chaque le 15 du mois, civils, policiers et militaires toucheront via leur compte en banque leur salaire, suivant la volonté du chef de l'État et du Premier ministre Matata Ponyo qui attendent de voir un gouvernement d'action. Vous devez être un gouvernement d'action. Pas des ministres qui parlent, mais des ministres qui agissent. Il nous a aussi dit, ne restez pas dans vos bureaux. Allez voir là où vivent les Congolais. Les présents se succèdent. L'euphorie s'achève en fin d'après-midi. Le soleil qui se couche n'arrivera pas à envelopper cette ambiance spontanée dont les éclairs ont orné toute la nuit le ciel de Mbanza-Ngungu. Le gouvernement rend hommage au léopard après son éclatante victoire dimanche 4-0 devant l'Insalang national de la Guinée équatoriale. L'équipe nationale de football a été reçue cet avant-midi par le Premier ministre. Pour Matata Ponyo, c'est la victoire de toute la nation. Il leur a transmis à l'occasion les félicitations du président de la République. Nous allons à présent lire les journaux parus ce mardi dans la capitale. Bijou Mbouyi est là pour la revue de presse. Après Kampala 2, cap à présent sur New York où va se tenir le 27 septembre prochain un mini-sommet sur la crise dans l'est de la RDC. Le sujet est à la une de l'actualité de ce mardi 11 septembre à Kinshasa. Ce sommet annoncé par le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hervé Ladsou, en séjour en RDC, est en fait la dernière carte à jouer sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et crée la prospérité. C'est la conséquence de la maigre moisson du mini-sommet de Kampala 2 qui n'a abouti qu'à des résolutions difficilement opposables aux partis. Cette annonce a été faite par le secrétaire général des Nations Unies en tournée ici en RDC pour récolter des données de terrain dans la perspective de préparer les ingrédients nécessaires à la tenue du sommet qui aboutira sans nul doute au déblocage de la crise de l'Est. L'information est relayée par le palmarès qui ajoute que ce mini-sommet permettra de faire le point sur ce qui s'est passé en RDC ces derniers mois. Selon Hervé Ladsou, ce mini-sommet devrait être considéré comme une contribution des Nations Unies pour débloquer les choses. Il faut dire qu'à travers ce rendez-vous de New York, ce sont les efforts des chefs des confessions religieuses et des acteurs de la société civile qui sont récompensés. Forum des As qui s'étale sur le sujet renchérit
que sans cette démarche, le secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix ne serait pas venu à Kinshasa. Cependant, le confrère est quelque peu déçu car malgré la pétition, aucune sanction contre le Rwanda n'est envisagée par le Conseil de sécurité. Kabila et Kagame sont certes attendus à New York, mais ce que ignore Hervé là-dessous, c'est l'éventuelle participation du M23 au sommet de New York. L'avenir, en livrant cette information, pense qu'une telle hypothèse serait une insulte au peuple congolais. C'est pur et simplement une cabale que mijote Kagame et le lobby rwandais. La participation du M23 à ce sommet serait un scandale. Et le journal de conclure, tous les Congolais disent tout haut que l'ONU, l'organe mondial de la paix, n'a pas droit à l'erreur. Et le journal de conclure, tous les Congolais disent tout haut que l'ONU, l'organe mondial de la paix, n'a pas droit à l'erreur. En clair, le confrère craint une éventuelle participation des délégués du mouvement rebelle à ces assises. Loin de cette analyse, le potentiel s'intéresse, pour clore cette ronde des journaux, au rapport RDC-FMI. À ce sujet, il titre « RDC-FMI, les surdoués de nouveau recalés ». Dans cet article, le tabloïd révèle que l'avenir du PEC 2 se joue ce mois de septembre à Washington, où le conseil d'administration du FMI doit se prononcer sur les 4e et 5e revues de ce programme conclu en décembre 2009. Au niveau du gouvernement, des experts travaillent sur le dossier dans l'espoir d'aligner la programmation financière du PEC 2 avec la loi financière 2012. Mais au FMI, rien n'est encore gagné, d'autant plus que ce dernier multiplie des conditionnalités. Et selon ce journal, le FMI envoie un message que Kinshasa peine à décrypter. L'on est donc parti pour un nouveau recalage. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Bijou pour cette revue de presse qui vient mettre fin à cette édition du journal. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis et restez avec nous sur la Télé République.